Bonjour les conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya. Eh bien, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez vu Israël bombarder et raser complètement la bande de Gaza des Palestiniens. Vous avez vu Israël bombarder Beyrouth au Liban et complètement décimer la direction ou le leadership total de Hezbollah. Et le Hezbollah qui est ce mouvement chiite militaire, branche militaire du mouvement chiite, et qui s'oppose à Israël dans la région. Vous voyez tout cela, ça nous conduit vers un danger imminent, car Israël a assassiné des responsables du Hamas et du Hezbollah sur le sol iranien. Et Israël a même abattu ou blessé, il a abattu, des diplomates iraniens en Syrie. Toutes ces choses-là, et on s'attendait qu'à un moment, l'Iran puisse réagir, et ce soir, l'Iran a réagi. L'Iran a tiré près de 400 missiles sur Israël, sur un aéroport qui est non loin de Tel Aviv, de Tel Aviv. Et cet aéroport, si cela s'avère, abritait des F-15, des avions F-15 américains, et qui ont été aussi détruits là-bas. Ce qui est étonnant, c'est le rideau de fer qui fait le bouclier antimissile israélien qui a été développé ensemble Israël et États-Unis, qu'ils appellent Iron Dome, donc le rideau de fer, n'a pas arrêté les missiles. Est-ce que c'est parce que le système antimissile israélien a été dépassé par l'attaque iranienne, ou tout simplement qu'ils ont laissé ces missiles toucher leur cible? Aucune idée. Je ne comprends rien, car on ne les a pas vus entrer dans la danse. Vous savez, ça fait longtemps qu'Israël demande aux États-Unis de l'aider à attaquer et détruire l'Iran. Mais tous les présidents américains ont résisté jusqu'à ce que Donald Trump devienne président. Quand Donald Trump était devenu président, il se préparait à cela. Quand il nous dit que lui n'a pas créé une autre guerre pendant ces 4 ans de mandat, c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens que il n'a pas comme attaqué l'Iran, mais il se préparait. Pendant ce temps-là, il n'a pas fermé la guerre en Irak. Il continuait à bombarder en Irak. Il a continué à bombarder en Afghanistan. Il a continué à bombarder en Syrie. Il a même pris une partie de la Syrie qui contient tous ces gisements pétroliers de la Syrie, donc en coupant les vivres à la Syrie jusqu'à aujourd'hui. C'est les Américains qui exploitent ça. Donc Trump n'a été que un autre bandit parmi tant d'autres. Et il s'attendait à faire la guerre dans son deuxième mandat contre l'Iran. Mais il a perdu les élections, et son successeur Biden a pris le pouvoir. Et Biden n'a pas tout de suite montré son appétit pour l'Iran. Par contre, Biden, lui, il a renforcé la guerre en Ukraine et l'a rendu, il a ouvert tous les fronts en Ukraine, donnant tous les moyens aux puissances occidentales qui étaient en Ukraine afin d'envahir la Russie. Mais la Russie a contre-envahi et attaqué l'Ukraine. C'est
d'où nous vient cette guerre que nous connaissons entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est plutôt entre la Russie et l'Occident. Voilà. Dans le passé, les États-Unis ont fait beaucoup de guerres pour Israël, car Israël voulait rester la puissance dominante au Moyen-Orient. Ainsi, les Américains ont fait la guerre du Golfe pour détruire l'Irak. Ils ont détruit la Syrie. Ils ont détruit la Libye. Donc, les pays que Israël considérait comme vraiment handicap pour Israël. Tout cela, les Américains ont fait pour Israël et il ne restait que Iran. La guerre que vous voyez a pour but de renforcer Israël dans le Moyen-Orient. Or, les Russes et les Chinois qui ont conclu des ententes ou signé des traités commerciaux, économiques ou de défense et de sécurité avec l'Iran, et aussi ont pour but de détruire l'hégémonie américaine, la superpuissance américaine, car les États-Unis cherchaient et cherchent encore à être la seule puissance dominante sur le globe terrestre. Les Américains, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, donc à créer les souverainetés inégales ou les inégalités de souveraineté dans chaque région géopolitique, veulent que les représentants dans chaque sous-région où ils ont établi une puissance géopolitique puissent maintenant leur rendre compte et ainsi ils vont dominer le monde entier. C'est cela que les Russes et les Chinois sont en train de combattre, d'où toutes ces guerres que vous voyez. N'oubliez pas, George Bush, fils, avait dit que les États-Unis ne vont plus ou ne vont pas tolérer qu'une autre puissance, régionale ou pas, puisse égaler les États-Unis. Ils vont pas tolérer ça. Et ils avaient le but de détruire plusieurs pays. Vous vous rappelez, le général Wesley. Le général Wesley, américain, avait dit ceci, que les États-Unis avaient en vue de détruire 7 pays. L'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, la Corée du Nord et l'Iran. Jusque-là, ils n'ont pas encore détruit ou attaqué la Corée du Nord et l'Iran, mais tous les autres ont déjà été détruits. À part cela, ils s'attendaient par l'Ukraine, ils vont détruire la Russie. Une fois la Russie détruite, ils vont se payer la peau de la Chine et ce sera la clôture ou la culmination de leurs efforts pour atteindre cette hégémonie qu'ils recherchent et qui était à portée de la main des Américains. Mais hélas, ils avaient mal lu les cartes car d'autres puissances régionales étaient déjà levées. Et nous avons ces puissances régionales sous le BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il y a 5 autres qui se sont ajoutés, Iran, Arabie Saoudite, les Émirats arabes, j'oublie les 2 autres, je les avais cités, l'Égypte, et il y a un que j'oublie, c'est pas grave, j'oublie un seul, mais il y en a déjà 10.
Voilà maintenant. Il y a la réunion de BRICS qui arrive au mois d'octobre. Ça se tient du 22 au 24 octobre dans la ville russe qu'on appelle la ville Kazan. C'est dans le sud-est, sud-ouest. Non, je pourrais me tromper. Sud-est de la Russie. Alors, c'est là que va se tenir ce sommet de BRICS dans la ville de Kazan. Et c'est le sommet de tous les enjeux. Les Américains le savent, les Européens le savent, tous les acolytes et tous les vassaux des Américains savent que désormais, ils vont devoir se partager le gâteau avec le monde entier, sinon ils vont le tout pour le tout et détruire, faire tout pour que ce sommet n'ait pas lieu. Mais alors, comment ce sommet ne peut pas avoir lieu? C'est soit la Russie est engagée dans une guerre ouverte avec les autres puissances occidentales, parce qu'aujourd'hui, ils se cachent derrière l'Ukraine, mais soit ils y vont dans une guerre ouverte, ou carrément, il y a une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. S'il y a une guerre ouverte entre Israël et l'Iran, les Américains qui sont déjà là-bas pour soutenir Israël vont faire face à l'Iran qui ne sera pas laissée à elle-même par ses amis et alliés qui sont la Russie et la Chine. Donc ce sera une guerre ouverte de ces puissances-là. Les puissances occidentales qui viennent à la rescousse d'Israël et le duo chino ou sino-russe qui vient à la rescousse de l'Iran. Qu'en est-il de l'Inde? L'Inde est en antagonie avec la Chine, mais l'Inde est un pays de BRICS, mais aussi l'Inde est un pays ami aux Occidentaux. L'Inde veut jouer l'équilibriste. Aussi longtemps que l'Inde voit que les forces sont équilibrées, l'Inde va mordre de deux côtés. Mais si l'Inde voit que les forces pro-Russie, Chine, Iran sont prédominantes, l'Inde va aller de ce côté-là. Si l'Inde trouve que c'est plutôt les forces occidentales qui gagnent, l'Inde va se pencher de ce côté-là. Donc l'Inde, c'est comme une chauve-souris qui ne peut avoir la confiance ni des uns ni des autres. Mais ça lui fait bien et ça profite à l'Inde, tout ça. Voici ce que disent les Russes pour le sommet du BRICS. Je vais lire ce que les Russes disent. Le sommet du 22 au 24 octobre 2024 aura comme devise renforcer le multilatéralisme pour un développement global et une sécurité juste. En se basant sur la coopération positive et constructive avec tous les États et pays concernés. Aucun effort ne sera préservé pour s'en assurer, tout en préservant nos traditions, en étant guidés par l'expérience acquise par nos liens passés. Nous faciliterons, les Russes faciliteront, l'intégration harmonieuse des nouveaux participants dans toutes les sphères d'activité. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que les Russes avaient déjà organisé des réunions ministérielles de tous les pays BRICS et amis.
Donc, les ministères des Affaires étrangères de tous les pays se rencontraient, des économies, des finances se rencontraient, de défense se rencontraient. Tout ça dans quel but? De harmoniser pour qu'ils soient égaux afin d'affronter leurs pairs occidentaux qui sont les pays du G7 ou G8, si vous, du G7 et les pays de l'OTAN. Donc, quand je parle OTAN, c'est l'Union européenne, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, ainsi de suite. Alors, dans toutes les sphères, ça veut dire dans tous les ministères et autres activités. Je suis désolé. Bien sûr que nous tiendrons compte du degré du niveau auquel les 30 nouveaux membres sont prêts à se joindre à l'agenda multidimensionnel du BRICS sous une forme ou une autre. Il y a 30 autres membres qui veulent venir au BRICS. Vous vous rendez compte que déjà l'économie du BRICS que nous avons aujourd'hui, les 5 pays, dépasse déjà l'économie de G7. Les 5 pays du BRICS ont une économie plus forte que l'économie du G7. Quand l'autre pays que j'avais oublié, pour les 5 qui s'ajoutent déjà aux 5 du BRICS, c'est l'Arabie Saoudite. Bon, alors, les 10 présents auront 30 autres qui viennent pour s'ajouter, c'est ça, 40 pays. Donc, les Américains ne peuvent pas tolérer ça. Soit la puissance occidentale est fragilisée pour toujours, ou elle casse le BRICS maintenant et pour toujours. C'est la guerre des titans. Personne ne recule d'un pas. C'est la collision frontale qui arrive. Bien sûr que nous tiendrons compte du décret du nouveau auquel les 30 nouveaux membres sont prêts à se joindre à l'agenda multidimensionnel du BRICS, sous une forme ou une autre. À cette fin, nous allons commencer à traiter les modalités de cette nouvelle catégorie des partenaires du BRICS. Donc, ils n'ont pas besoin que tout membre du BRICS soit nécessairement riche. Quand vous allez voir des pays qui sont amis à la Chine comme le Vietnam, venir. L'Indonésie, venir. Le Singapour, venir. L'Argentine, venir. Le Venezuela, venir. Le Mexique va venir. La RDC est prisée par tout le monde. Et d'ailleurs, on va parler de la RDC tantôt aussi. La RDC, c'est le pays vers lequel tout le monde regarde et dit, toi là, toi n'ose pas, toi ne bouge pas. C'est ça. Donc tout le monde, les Chinois, les Russes disent, toi là, bouge pas. Les Américains regardent la RDC et disent, RDC, toi là, non, bouge pas. Et la RDC qui est en train de vaciller. BRICS ou G7? BRICS ou Union européenne? Où aller? Et c'est dangereux. Il faut choisir. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Il faut choisir un. Nous allons en parler juste en bref tantôt. En général, la Russie continuera de promouvoir tous les aspects d'adhésion au BRICS dans 3 aspects. Politique et sécurité. Politique et sécurité. Vous comprenez? Donc,
comme le font l'Union européenne avec le traité nord-atlantique NORAD, donc États-Unis, Canada, avec l'OTAN et Union européenne, avec l'AUKUS, tous ces différents types d'organisations que les États-Unis sont en train de créer autour du monde pour fragiliser la Chine et la Russie. C'est ça que la Russie va faire. C'est ça les conclusions de ce sommet-là. Ils vont juste pour signer. Signer et après le 24, tout est homologué et ça commence à fonctionner. Nous avons encore 2 blocs qui vont s'affronter au monde. La majorité globale contre l'OTAN et l'Union européenne. La majorité globale contre l'OTAN et l'Union européenne. La majorité globale qui sera chapeautée par la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et d'autres pays puissants contre les États-Unis et tous ses vassaux. C'est là. La politique et la sécurité. Deuxième, économie et finances. Vous comprenez? Donc, les BRICS vont avoir leur OTAN, donc leur force militaire à eux, pour contrecarrer la force militaire de l'OTAN. Ils vont avoir leur Union européenne ou les traités d'Atlantique Nord, NATO, OTAN, ou encore leur NORAD, ou encore leur AUKUS. Ils vont avoir ça pour contrecarrer les États-Unis et ses vassaux. Du point de vue économie et finance, il faut contrecarrer le système financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont complètement paralysé le reste des pays du monde qui ne sont pas des pays occidentaux. Ils vont combattre le système SWIFT par lequel nous faisons toutes les transactions bancaires et financières que vous voyez aujourd'hui, basées où? À Londres, à London City. Parce que Londres est divisé en deux. Il y a Londres et la cité de Londres. Comme à Washington, nous avons Washington et nous avons le district de Washington. Le district de Washington où se trouve toute l'économie, toute la puissance américaine. Pendant qu'il y a aussi Washington, que vous allez voir, tout le monde dit, oh, je vis dans Washington. Et ouais, tu es dans Washington, tu es dans l'arrière Washington, tu n'es pas dans le Washington des Obama, des George Bush, des Trump, tu n'es pas dans ce Washington-là des puissants, non. Alors, il y a quelqu'un qui va te dire, je suis à Londres. Tu vis dans le Londres, là, de tout le monde. Tu ne vis pas dans la cité de Londres des puissants. Vous comprenez? Il y a l'apartheid à Londres, il y a l'apartheid à Washington. Vous ne me croyez pas? Allez sur YouTube, cherchez cette vidéo-là. Un journaliste français l'avait faite. Oui, la ségrégation, l'apartheid à Washington, où vivent les puissants blancs d'un côté et les puissants noirs de l'autre. Séparés. Ils ne se mélangent pas. Alors, c'est ce que les Russes veulent faire. Le 24, quand tout sera signé, tout de suite, il y aura des cartes de crédit du BRICS. Il y aura certaines monnaies qui seront reconnues comme monnaies peut-être plus prépondérantes dans le BRICS, mais le BRICS, lui, il veut faire en sorte que les pays du BRICS
puissent marchander entre eux selon leur monnaie nationale. Ils vont aussi, donc il y a le volet politique et sécurité, le volet économie et finances, et le volet culture et relations humanitaires. Culture et relations humanitaires, qu'est-ce que cela veut dire? Les compétitions sportives, comme nous avons aujourd'hui les Jeux olympiques, comme nous avons aujourd'hui le Festival de Cannes, où nous avons les Oscars, toutes ces choses-là. Parce que les Occidentaux mettent toujours des bâtons dans les roues à ceux qui n'appartiennent pas à leur cartel de bandits. Et aussi, ils veulent s'organiser autrement. Et je vous assure qu'ils seront majoritaires et ils vont complètement dépasser les Occidentaux. Écoutez, ça continue. Nous allons naturellement nous concentrer sur le renforcement des politiques étrangères. Leur coordination, donc la coordination des politiques étrangères entre États membres est conjointement visée à atteindre une réponse efficace aux défis et aux menaces à la sécurité et à la stabilité internationale et régionale. Cela veut dire quoi? Désormais, les pays du BRICS vont commencer à intervenir militairement pour aller contrecarrer les malices, les malfaisances, les attaques des pays occidentaux, de l'OTAN et des États-Unis, leurs alliés et leurs amis, leurs vassaux. Donc, désormais, c'est cela. Deux blocs sont en train de s'organiser pour aller frontal. C'est pour ça que vous voyez les Américains créer la guerre entre l'Iran et Israël. Ils sont en guerre contre la Russie. Ils sont en train de tout faire pour qu'il y ait une guerre entre Taïwan et Chine, mais ce n'est pas Taïwan vraiment, c'est l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis contre la Chine. C'est cela. Maintenant, les BRICS veulent combattre cela, venir maintenant les combattre. Vous allez voir d'autres guerres sur tous les continents qui vont arriver. Ceux qui vont se rallier aux Américains vont se confronter et se battre contre ceux qui se rallient aux BRICS. Le Rwanda, vous savez déjà, le Rwanda est déjà avec les Américains et les Occidentaux. Maintenant, soit la RDC est avec les Américains et continue à subir tout ce qu'elle subit aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas respecter la RDC, soit elle est du côté du BRICS et les BRICS vont venir combattre pour la RDC. Ça, c'est ça. Ils le disent très clairement. Nous allons naturellement nous concentrer sur le renforcement des politiques étrangères, leur coordination entre États membres est conjointement visée à atteindre une réponse efficace aux défis et aux menaces à la sécurité et à la stabilité internationale et régionale. Nous avons la Russie qui intervient déjà pour protéger le Mali, le Niger et le Burkina. La Russie qui est en Centrafrique pour protéger la Centrafrique. La Russie qui pourrait être maintenant prête à protéger le Congo-Brazzaville à côté de chez nous.
pour ne parler que ce pays-là. La Chine protège déjà la Mauritanie. La Chine est avec le Vietnam déjà, même si les Américains sont en train de tout faire. Et écoutez, il dit, nous amènerons notre contribution à l'implémentation pratique du partenariat économique du BRICS pour 2025 et le plan d'action d'innovation de BRICS pour la coopération déjà établie de 2021 à 2022 pour garantir la sécurité alimentaire, vous comprenez? Donc, c'est la Russie qui fournissait du grain et d'autres produits alimentaires à l'Occident. Maintenant, la Russie va y aller du côté BRICS seulement. C'est la Russie qui donnait des produits gaziers et pétroliers et qui continue à le faire même aujourd'hui, même si c'est en coulisses, aux pays occidentaux, va le faire maintenant pour les pays du BRICS. Il va couper avec les pays de l'OTAN et les pays occidentaux. Ce qui va engendrer une grosse crise du côté occidental. Les Occidentaux ne vont pas laisser la Russie s'en sortir de même. C'est vraiment une collision frontale. Politique comme Chilenge, ou bien comme Bululu, Bololo, Elengi, Tokoye Banyoso. Nous, les Canadiens, là, nous sommes mal pris. Parce que les gens pensent toujours que la Russie est loin du Canada, la Russie est loin des États-Unis. Non, 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 non. L'Alaska, c'est déjà les États-Unis, non? Le Canada est entre l'Alaska et les États-Unis, donc les États-Unis continentaux. Or, si la Russie se bat contre les États-Unis, les missiles vont survoler le Canada. La contre-attaque des États-Unis va survoler le Canada. Tout va se faire par-dessus le Canada. Nous sommes cuits, nous les Canadiens. Nous sommes cuits. Quand je vois des idiots comme... Bon. Quand je vois nos dirigeants commencer à alimenter. Oui, nous devons attaquer la Russie, nous devons autoriser l'attaque sur la Russie. Je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils pensent ces gens? Ils pensent que nous sommes à l'abri d'attaques. Si vous allez sur Google, vous écrivez quelle est la distance entre la Russie et les États-Unis, ça va vous étonner. Ils écrivent 3000 et quelque chose de kilomètres, comme si c'était loin. Et pourtant, c'est faux. Parce que ils prennent la map plate, ils prennent une ligne directe qu'ils passent comme ça, à partir de l'Alaska, ça traverse tout le Canada continental vers la Russie. Et ils nous mentent que c'est ça. Pendant que le globe est rond, alors quand vous regardez dans sa rondeur, quand ce n'est pas plat, quand dans sa rondeur, la Russie et les États-Unis sont côte à côte. Ils ne sont séparés que par le détroit de Bering. Le détroit de Bering est à peu près loin de combien? Moins de 80 kilomètres. Si je ne me trompe pas, ça peut être peut-être 88 kilomètres entre la Russie, donc entre l'Alaska et la Russie. Pour l'information de ceux qui ne le savent pas, l'Alaska est un territoire russe que les Russes avaient vendu aux Américains à un prix modique et que les Russes sont en train de réclamer la renégociation du prix ou la prise d'Alaska par la force. On n'est pas sorti du bois. Ça ne fait que commencer. L'attaque qu'ils ont fait contre la Russie a amené la Russie à dire « Tant pis, on y va, le tout pour le tout ».
Nous sommes cuits. Maintenant, où est-ce que j'en étais? Blablabla, la secrétaire. Voilà. Ils disent le plan d'action d'innovation de BRICS pour la coopération 2022 pour garantir la sécurité alimentaire et énergétique. C'est les Russes qui exportent du grain au monde entier et de l'énergie. Renforcer le rôle du BRICS dans le système monétaire international. C'est ce que je venais de vous dire. Les cartes de crédit, ce ne sera plus Master ou Visa que nous allons utiliser ou American Express. Non, ce sera aussi les cartes du BRICS. Les pays du BRICS utilisent les cartes du BRICS. Les pays du G7 avec Union européenne utilisent Mastercard ou whatever, toutes ces cartes-là, que les autres vont se séparer d'eux. Et ça va être difficile pour nous qui vivons en Occident. Très, très difficile. Nous allons nous appauvrir si cela arrivait. Ils vont étendre la coopération monétaire internationale, étendre la coopération et l'expansion interbancaire. L'expansion interbancaire. Donc le système SWIFT pour le BRICS, le système bancaire et financier pour le BRICS que nous avons en Occident qu'on appelle SWIFT. Dans l'usage des monnaies nationales dans les échanges commerciaux. Donc maintenant, nous les Congolais qui avons adopté le dollar, qui est en train de mettre à mal l'économie du Congo, nous allons finalement avoir la chance d'utiliser les francs congolais quand nous allons acheter en Tanzanie. Et les Tanzaniens vont utiliser leur shilling, je pense que c'est le shilling, ou le dollar tanzanien. Donc les pays vont commencer à utiliser leur monnaie nationale dans les transactions de chaque jour. Au diable, le dollar. Les Américains, les États-Unis ont une dette aujourd'hui qui se calcule à 38 trilliards de dollars. Et ils disent en anglais trillion. C'est trilliard en français. Ils ont une dette de 38 trilliards de dollars. Vous pensez qu'ils paieront ces dettes-là? Non. Ils vont plutôt tuer le créditeur, l'emprunteur. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de faire ces guerres-là. Pour tuer la Chine, qui est le plus grand créditeur, emprunteur des États-Unis, et la Russie. Au moment où on se parle, la Russie n'a même pas de dette. 5 milliards de dettes, vous vous rendez compte? 5 milliards de dettes. C'est quasiment zéro dette. Mais dans ses réserves, la Russie a 500 milliards. 500 milliards de sa réserve là-dedans. L'argent qui reste au compte, aux banques là, qui ne bouge pas. Gardez là-bas, 500 milliards. La Russie a fait des réserves d'or qui dépassent l'entendement. La Chine a commencé à faire pareil. Les États-Unis font pareil au moment où on se parle. Londres fait pareil. Ils sont en train de faire des réserves d'or. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'économie du monde va tomber. Et celui qui n'a rien va rester comme nous, Congolais, au Congo. Voici ce qui inclut les priorités
Ils disent, nos priorités incluent promouvoir la coopération scientifique, la haute technologie, la santé, la protection de l'environnement, la culture, les sports, les Jeux olympiques, les interchanges entre jeunes, toujours la compétition sportive, scientifique, interuniversitaire et de la société civile. Festival de Cannes, version BRIC, festival, le Oscar, version BRICS, ainsi de suite. Donc, ils sont en train de couper avec l'Occident. Ils veulent empêcher le sommet à Kazan. Et les Russes sont en train de tout faire pour que le sommet ait lieu. Alors, on risque de voir des attaques incroyables contre la Russie les jours qui viennent et la guerre entre Iran et Israël. Parce que c'est la seule façon d'empêcher à ce sommet d'avoir lieu et de faire adopter toutes ces décisions et ces mesures prises déjà. Au total, plus de 200 événements à différents niveaux et de différents types seront organisés dans plusieurs villes russes comme organisateurs. Ils disent, nous invitons les représentants des pays intéressés à se joindre à notre équipe pour ces préparatifs. Le sommet des BRICS à Kazan est en octobre, sera l'achèvement. Ce sera l'achèvement de notre direction du BRICS pour ce tour. Et ce sera le point culminant. Vous comprenez l'affaire? Vous comprenez l'affaire? La RDC qui souffle le chaud et le froid. Les Occidentaux nous chient dessus. Ils ont tué 15 millions par le Rwanda, bien sûr. Ils ont occupé la moitié du Kivu par le Rwanda, bien sûr. Toutes les zones à minerais stratégiques sont occupées et exploitées par le Rwanda, donc l'Occident. Et nous sommes toujours en train d'aller auprès de la communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale, nous demandons à l'Union européenne. Il y a notre ministère des Affaires étrangères qui ne passe que son temps à recevoir les Canadiens, à recevoir les Anglais, à recevoir... C'est comme si une forme de balade, une forme de ballet de réception de corps diplomatiques de ces pays-là qui viennent juste pour nous prendre tout ce qui nous reste. Juste parce que cette ministre-là avait travaillé pour eux dans la MONUSCO qui nous tue à l'Est. Ils ont réussi à l'introduire dans le gouvernement de Tshisekedi. Et elle est en train de travailler pour eux, pas pour la République démocratique du Congo. Regarde comment le gouvernement souminois est paralysé complètement. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, en train de patauger, pendant que les priorités sont la sécurité du pays. Ah non, et les gens sont en train de parler de changement de la Constitution. Oublions le changement de la Constitution. Vous n'avez qu'à amender certains articles. Pourquoi on doit avoir dans notre Constitution un article ou deux qui offre notre souveraineté nationale, la sécurité nationale à d'autres pays d'Afrique?
Ce sont des articles à bannir immédiatement. Mais pourquoi ils n'y touchent pas? Ils sont en train de nager, juste passer des journées à faire le beaux yeux, des beaux langages, des paroles en vain. Chercher des moyens, des voies et moyens pour rehausser leur salaire. Pendant que l'administrateur, les gens dans l'administration ont des salaires d'esclaves, ont des salaires de pauvres. Le reste de la population, plus de 90% de la population au chômage. Eux, ils trouvent des moyens d'avoir des beaux véhicules, des salaires incroyablement juteux, à ne pas finir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette guerre qui va arriver? La situation s'empire, non? Le canal d'Ormuz, là, qui est iranien, mais les Iraniens vont bloquer ça. Les gros navires, les paquebots qui transportent les biens et services de deux côtés de la mer, des océans, ne vont plus passer par là. Les affaires vont coûter ultra cher. Et des pays pauvres comme nous ne seront plus capables même d'aller acheter ce qu'ils achetaient. Oh, nous produisons rien. Et même ce qui est produit par les paysans pourrit chez les paysans même, parce qu'il n'y a pas de route. On ne peut pas construire des routes qui vont partir du centre. Que les routes partent du centre. Oubliez de commencer. Oh, nous allons construire dans les périphéries. Non, non, non. Vous commencez par le centre, vous allez vers les périphéries. C'est comme ça qu'on construit. Vous ne pouvez pas partir d'ailleurs pour venir vers le carrefour. Non, on parle du carrefour pour aller ailleurs. Le carrefour, c'est où? Mais c'est le centre du pays. Le centre est où? C'est au Kasaï. Ils ont des terres tellement fertiles là-bas. C'est plat le Kasaï. Allez cultiver là-bas, tout comme on veut. Faire des routes qui amènent la bouffe dans les 4 coins du pays. Les routes, ça prend quoi? Ça prend rien si nous parlons avec de bonnes personnes. Les Chinois construisent comme des fourmis. Ils travaillent jour et nuit chez eux. Ils peuvent le faire chez nous. C'est question de leur donner ce contrat-là. Ils vont le faire. Nous n'avons pas l'argent cash. Nous allons leur donner ce que nous avons, c'est nos minéraux. Parce que les étrangers sont en train de prendre ça à l'Est gratuitement. Ça ne nous rentre rien. Quand on avait arraché les mines de Roubaïa au M23, si on avait amené une puissance, la Chine ou n'importe quelle autre puissance, la Russie même, s'il vous plaît, venez sécuriser ces mines pour nous. Voici votre part. Pour chaque 10 tonnes que nous aurons à produire, vous aurez 200 kilos. Pour chaque 10 tonnes, vous avez 200 kilos. Protégez ça. Mais ils allaient venir avec tous leurs moyens. Après quelques mois juste, pendant que nos militaires se sont battus, sont morts, les Ouazalentes sont morts pour récupérer Roubaïa. Les M23 sont revenus. Ils ont pris ça. Ils sont là en train de continuer l'exploitation du coltan et d'autres minéraux là-bas. Notre pays ne reçoit rien, ne voit rien. Alors, comment on aurait perdu? Appeler une puissance, dire tu nous protèges. Et voici ta quote-part. Mais c'est comme ça que l'Arabie Saoudite est devenue cette richesse qu'elle est aujourd'hui. L'Arabie Saoudite, quand elle a découvert tous ces gisements pétroliers, a fait venir les États-Unis. Elle a dit, protégez-nous. Et nous allons faire toutes les transactions en dollars américains. Ce qui va vous donner les devises. C'est comme ça que les Américains ont commencé à s'enrichir. Et nous, il n'y avait personne pour penser comme cela.
Vous pensez que le président peut tout seul? La famille royale de là, parce que c'est elle qui dirige le pays, a demandé aux États-Unis. Mais nous n'avons pas une famille royale qui dirige le pays. C'est un gouvernement qui vient de certains partis politiques. Alors, si vous étiez venu auprès du président, vous dites, non, président, faisons comme l'Arabie Saoudite. Demandons à une puissance de venir nous protéger. Et voici, on lui donne sa quote-part. Mais cette puissance-là va donner les moyens qu'il faut. Le Burkina a demandé à la Russie de la protéger. Et la Russie va rafler la mise, non? Comment? Pourquoi vous ne pensez pas comme ça? Qu'est-ce que ça vous prend? C'est parce qu'il y a des intérêts individuels. Les gens qui ont leurs intérêts en Occident, ce serait comme moi, moi j'ai mes intérêts en Occident, qu'on me demande de diriger la RDC. Si je veux protéger mes intérêts ici en Occident, c'est sûr que je ne veux pas faire coincer les Occidentaux. Mais si je me décide de prendre ma famille et tous mes intérêts, j'amène au Congo, en ce moment-là, je vais travailler pour le Congo, non? Parce que je n'ai pas d'intérêt à l'Occident. Mais tous ceux qui sont là chez nous et qui ont une portion de pouvoir ou de gestion ont leurs intérêts en Occident. Qu'est-ce qu'ils font? Ils caressent les Occidentaux dans le sens du poil. Ils font tout pour préserver leurs intérêts et les intérêts de leurs enfants en Occident, pas au Congo. Pour eux, c'est tant pis ce qui arrive à la RDC. Aussi longtemps qu'ils ont leur quote-part, aussi longtemps que leurs enfants ont leur quote-part, ils s'en foutent. C'est pour ça que vous avez vu la Russie arrêter des généraux, des généraux. Les chez nous, on n'arrête pas des généraux. Ils sont en train de détourner les fonds des militaires et détournent tout ce qui est de la logistique. Il n'y a rien qui se fait. Pendant qu'en Russie, on arrête des généraux pour corruption. Le pays est en guerre. Ils ne peuvent pas tolérer. Ils arrêtent. Ils mettent en prison. Et d'autres se suicident. Ils se suicident, hein? On devrait être comme ça au Congo. Moi, je disais à un moment, je dis au FARDC, occupez-vous de ces officiers-là qui sont en train de vous pourrir la vie. Ils vous envoient au front pendant qu'ils volent votre argent. Ils volent vos primes. Ils se partagent tout ce que le gouvernement donne pour votre sécurité. Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Ce qui se passe au front, reste au front. Ce qui se passe en guerre, reste en guerre. Occupez-vous d'eux. Wazalendo. Occupez-vous de ces gens-là. Rendez la tâche facile à Tshisekedi. Permettez à ces officiers, ces colonels, ces généraux de se tirer une balle dans la tête. Permettez à ces généraux et à ces colonels de se suicider ou d'attraper une balle perdue, de se faire abattre par l'ennemi. Vous comprenez? Boza basoda. Boyuki nyosoti. Bosale lango. Pourquoi vous devez mourir pour des généraux ventrus et qui ne font rien pour vous, qui sont tous dans le commerce de coltan, de diamants, de je ne sais pas quoi là-bas, et de l'or. Si mon papitiche, mon fanya gisi kuna fanya kule, en Ukraine là-bas, il se passe des choses, hein. Montesquieu, oh,
Bah, Ukrainiens ont bah, les bombardé face fulani. Oh, il y a eu des officiers russes qui ont perdu la vie dans ça. Batambia ba famille abale ba tuaseme il y a eu un drone ukrainien qui a lancé euh, une bombe, qui a lâché une bombe sur nos positions. Et nous avons perdu 2 colonels et un général. C'est à la guerre, hein. Quand on trouve que Moutouana za nyamu nyamu, aza koliana ennemi. Tala nenge kuna na Est. Combien de généraux travaillent vraiment pour la RDC là-bas? On parle seulement d'un seul. Kama unauliza batu ya kule, batu ya Ituri tunje wanasema tuko na Johnny Kashama. Le reste banasema ni mavi. Le reste ni baenemi. Nous n'avons pas de généraux ici. Nos soldats sont livrés à eux-mêmes. Morali ya basoda iko naanguka chini a cause ya bale ba officier supérieur. Alors, moi basoda mona kisa ufanya. Ju hapa biote biko binagaga, bale batu batabauisha. Bakisha tukumpatia franga kwa Barwande. Kama unasikia Barwande ni ba occidentaux kwa. Ba occidentaux wanapatia franga. Bata sacrifier bataillon muzima. Bata sacrifier compagnie muzima. Bata sacrifier peloton muzima. Haba angaike. Boni franga tu. Hakuna kitu kingine. Du, musinga seme o batafungia Kinshasa. Bafungie kwa nani? Aba ba juge. Banamuleta Kinshasa, kesho aseme o banamwacha mu liberté provisoire en attendant na dossier ne chapale. Alors moi mukwe ba juge kule kutere. Sa unisikaka ule petit mwenye ali mugongaka ule agent payeur wa FARDC. Ule petit, est-ce qu'elle fanya mubaya? Non. Uko nacheza na maisha yenu. Banabangilio maisha, mwe mufanya ni je? Munafanya kazi. Msaidie président de la République. Yeko na bapigania, mais il est seul. Et il ne peut que faire des choses à un certain niveau et seulement comme cela. Mais mwe kule chini na mwe munaweza fanya vitu modele yenu. Muko na baasi ya DSP ya Mobutu parmi vous. Mubaulize. Zau zau. Inasema nini? Zau zau. Baasi ya DSP banajua. Moi sikuwa kama ancien DSP, mimi najua. Juu nilikala kwa kunyumba mtu wa ancien DSP, tunajua vitu vya mingi. Zau zau. Mwenye mnajua sasa. Hata kusikia ile tu terme zau zau tu, au nasikia tunasema no terme wanaweza ni kama msusu. Il faut bomi bundela. Il faut bomi bundela. Parce que mutabundela bino azate. Mutakubundela bino azate. Tshisekedi, il ne lui reste que peut-être 4 ans au pouvoir. Quand je dis peut-être, parce que je ne vois pas pourquoi si il est au moins, lui, en train de vouloir redresser le pays, pourquoi on va dire, ok, et si lui, Kende, non. Par contre, yepe. Makambo nyonso, kolanda loi nini. Quelle loi il faut suivre? Vous savez que ce peuple congolais là,
ne comprend rien de la Constitution. Ce peuple congolais-là ne comprend rien de vos procédures judiciaires. Le peuple congolais voit un président et pense que le président doit agir. C'est tout. Alors, si 100 millions de gens attendent de vous que vous agissiez, monsieur le président, agissez. On aura quelques politiciens qui vont passer à la télé. Oh, il est en train de violer la Constitution. Il viole la Constitution. Peuple à Kolobabi, vous et votre violation de Constitution là, allez vous faire cuire un œuf. Président, salam au salam. Il fait ça très bien. On voit comment les pays, les présidents d'autres pays sont en train de prendre des décisions pour le pays. Et le peuple est derrière eux. Ça fonctionne. Un politicien qui passe à la télévision raconter n'importe quoi, il se fait lapider dans les rues. Il se taise et où il se sauve. Eux-mêmes. Parce que le peuple veut que son salut soit là. Et le peuple s'en fout. Quand il voit que le dirigeant est en train de travailler pour lui, il s'en fout des règles parce qu'ils ne connaissent pas la Constitution. Ils connaissent un dirigeant qui décide. Regardons le ministre de la Justice, même si il n'a pas encore rien fait de palpable, mais il est en train de fournir des efforts, il gesticule, il parle, mais ils sont avec lui. C'est ça un peuple. Le peuple suit le dirigeant qui agit. Et non pas un dirigeant qui est là, suivre. Non, la Constitution dit, la Constitution dit. Non, ils savent que cette Constitution, c'est de la merde. Cette Constitution, tout le monde sait que c'est la merde. Cette Constitution qui vient détruire notre pays, qui vient bousiller la vie des Congolais. D'ailleurs, ça l'a déjà fait. Alors, pourquoi vous accrochez à ça? Si vous voulez utiliser les lois, alors changez les lois, faites de bonnes lois et utilisez-les. Sinon, vous les ignorez, ces lois-là. Car la loi n'est bonne que quand elle est bonne pour les gens pour lesquels elle est là. Si elle n'est pas bonne, vous la laissez tomber en désuétude. C'est tout. Vous ne l'appliquez pas. Et c'est tout. Ah. On espère que ça va aller. On espère qu'à un moment, nos dirigeants vont comprendre ce qui est en train de se passer. Tozoti kalasima. Tala Arabie Saoudite, ezaki na ba américain ti. Eke na brisque poanini. Algérie, ezaki na ba français, etiki ba français. Eke na Russie, pona nini. Ba Émirats Arabes, ba Dubai wana, ba Minhad, Abu Dhabi. Bango nyonso, bake wapi. BRICS, Iran, ezalaka toujours kobonde la ba occidentaux, etiki bango, eke na BRICS. Égypte, BRICS. Bongo, bokanisi bango baza maïle te. C'est vous qui voulez vous accrocher à vos bourreaux. Vous voulez vous accrocher à vos tueurs, à vos massacreurs, à vos esclavagistes. Vous voulez vous accrocher à eux. Mais nous avons un grand problème. Ce n'est pas de la conspiration, ça. C'est du vrai. Même si nous sommes au conspiratorium. Ce n'est pas de la conspiration. C'est écrit noir sur blanc. Et ils vous le disent. Les ambassadeurs à Kinshasa, ils ont dit qu'ils sont avec le Rwanda. Ils ont dit, n'osez même pas construire un mur entre la RDC et le Rwanda. N'attaquez pas le Rwanda. Nous sommes avec le Rwanda et nous allons tout donner au Rwanda. Et ils donnent tout au Rwanda. Ils sont avec le Rwanda. Ils vous le disent et ils sont à Kinshasa. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Vous voulez toujours aller à New York pour faire des discours, pour faire envoyer quelqu'un d'autre pour aller le faire. Certains pays ont délégué des gens pour faire le discours. Les chefs d'État n'avaient pas besoin d'être là.
mon chef d'État, mon président Tshisekedi, va là-bas. Aucun pays n'a cité la RDC pour ces 15 millions de morts aux mains des Occidentaux par le Rwanda. Et lui, il dit, oh, nous voyons le drame qui est en train de se jouer dans la bande de Gaza et en Ukraine. Ben, voyons donc. Et il ne vous cite pas. Avez-vous déjà vu un seul pays de là qui, du haut de la tribune des États-Unis et des Nations Unies, dit, oh, pour l'intérêt de la RDC, ils ont été là. Pendant 30 ans jusqu'à l'arrivée de Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui, le premier, va parler de la RDC pour défendre la RDC du haut de la tribune des Nations Unies. Personne d'autre ne le fait. Qui se battait pour nous, pour qu'on enlève l'embargo militaire? Personne. Incluant l'ancien président, il ne le faisait pas. Et quand il achetait des armes, vous vous rappelez un moment, Kabila avait acheté beaucoup d'armes et beaucoup d'engins de placement pour le corps logistique. C'est parti où? Quand Tshisekedi arrive, il ne se trouve pas là. C'est allé où? Au Rwanda, non? Tout a été amené au Rwanda. Il achetait pour le Rwanda. Quand vous voyez un individu comme celui qui faisait, à un moment, j'avais fait de contact avec un businessman canadien qui, il est impliqué dans l'achat d'armes et armements pour beaucoup de pays en Asie. Mais lui, il le fait officiellement. Lui, il va venir parler avec les dirigeants de vos pays. Vous dites vos besoins. Lui, il va voir les fabricants et les commerçants d'armes. Il négocie les bons deals pour vous. Il vient vous voir et vous dit, voici les deals. Pour l'argent que vous demandez, voici ce qu'on a pour vous. Vous signez. Lui, il a son argent qu'il reçoit de la commission de deux parts, les vendeurs et les acheteurs, et s'arrête là. Lui, il le fait officiel, ouvert. Il me contacte, il me dit, ton pays n'a pas besoin d'armes, c'était sous Kabila. Je dis, oui, mon pays en a besoin, il est sous embargo. Il est allé voir. Il dit, ouais, votre pays est sous embargo. Quelqu'un comme moi ne peut pas acheter des armes pour votre pays. Parce que moi, je le fais officiellement. Mais il y a un certain Lédia. Lédia. C'est lui, un individu, qui achète les armes pour la République démocratique du Congo sur le marché noir. C'est ainsi qu'il pouvait aller récolter des armes qui sont dépassées, qui sont hors d'état dans d'autres pays. Il récolte l'argent. Il amène cette merde. Il donne ça à l'armée congolaise qui la vend à gauche à droite. Et lui, il a son argent. Il se partage avec les dirigeants du pays. Lédia. Je pense que vous connaissez, non? Est-ce que c'est lui qui continue à acheter les armes pour la République? J'espère que non. Si vous voulez des armes, je n'ai même pas besoin d'être commissionnaire, moi. Non. J'appelle le monsieur, j'entre en contact avec lui, je lui dis, voici l'officier ravitailleur. Voici le S4 de FARDC. Je le mets en contact avec l'état-major. Moi, ça arrête là. Ce que je veux, c'est que nous puissions avoir les armes qu'il nous faut. Parce que dans l'achat d'armes, vous amenez nos généraux là, les généraux qu'a formé Kabila, qui ne connaissent, ils n'ont jamais été soldats, ils n'ont jamais manié les armes. Ils ne connaissent pas les armes. Quand ils vont
il va à un marché d'exposition d'armes organisé par la Russie, par exemple. Il ne comprend même pas les armes qui sont là. On est en train de lui parler, il vient de dire, yes, yes, ok, ok, oui, 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 ça, oh, ok. Il ne comprend rien. Quand il va acheter les armes, les gens qui vont lui vendre les armes vont venir lui dire, ça fait ceci et cela. Il achète seulement. C'est ainsi que vous allez acheter une frégate pour la mettre sur le lac Kivu. Une frégate. Sur le lac Kivu. Pour qu'elle fasse quoi? C'est juste de la ferraille qui ne fait rien. Au lieu d'acheter des petites embarcations de combat, rapido presto, qui déplacent des petits contingents de soldats, de marins, armés pour les circonstances, pratiques pour les opérations. Un gros navire qui a des difficultés même à se déplacer sur le lac Kivu. Parce que vous pensez qu'il est grand. Oui, il est grand, mais il est petit à cause des îles, des îlots qui sont là-dedans. Des roches par-ci, par-là. Il doit seulement suivre un sillon comme ça. Pendant que les petites embarcations qui peuvent faire des incursions, aller faire des abordages faciles. On remarque qu'il y a un mouvement ennemi quelque part. Les marins les prennent sous l'eau. Les commandos sous terre avec des véhicules VTT, des véhicules tout-terrain. L'île Idjui là, île Idjui par exemple, qui est en altitude. Si vous êtes par exemple en Mugote d'Idjui, vous regardez Goma comme ça, vous regardez Bukavu comme ça, en bas. Alors, mettre une base, une petite base d'observation là-bas, de commando, avec des embarcations pour la marine, sur les rivages là, dans l'eau. Mais il faut sécuriser le lac Kivu entre le Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, on nous dit que c'est les soldats rwandais qui se pavanent partout. Oui, ils sont partout. Ils sont même à Idjui, vous vous rendez compte. Les gens d'Idjui se sont même résignés. Ils sont en territoire conquis. Kagame, pour ses élections, il envoie les gens faire sa propagande là-bas. Et on amène des gens d'Idjui et de Kamembe, de partout là-bas, là, de Changougou, pour aller voter pour Kagame au Rwanda. Il fait 99%. Parce que c'est un territoire conquis. Et pourtant, il est facile. Relativement facile de le faire. Pourvu qu'on ait des gens qui sont voués pour la cause nationale. Pas des gens qui, ngana koufe la bango, bango bazolia biengaï. Ouais. Si le soldat dit ça, mais c'est dangereux. Et vous ne comprenez pas le danger, vous? Na koufe la bango. Oui. Quand il voit un député qui vient, il s'endort toute la journée comme ça. Et 14 heures, il prend sa belle Jeep qu'on lui avait achetée, qu'on lui avait donnée par le gouvernement, il retourne chez lui, il va prendre ses copines, et en fin du mois, il a 21 000 dollars. Et les autres avantages. Un général d'armée a combien? On m'a parlé de 300 dollars, un général. 300 ou 500 dollars.
Mais c'est comme ça que vous êtes en train de détruire le pays, non? Le soldat qui est au front reçoit à peine 80 $. Oh là là. Un soldat congolais devrait recevoir un minimum de 1000 $. Et je n'exagère pas. On rabat le salaire du député à 3000 $ ou 4000 $ comme le député canadien. C'est tout. Le coût de vie là-bas, c'est rien par rapport au coût de vie ici. Mais le député d'ici a 4000 $, du Congo a 21 000 $, avec tous les autres avantages. Celui d'ici, on ne lui donne pas le véhicule. Hein. Il a son véhicule qui s'achète avec l'argent qu'on lui paye. Quand j'arrivais sur la base militaire, le déplacement pour des raisons de service, je vais utiliser les véhicules de la défense nationale, que ce soit des véhicules civils loués auprès de compagnies locales pour le déplacement, mais ce sont ces véhicules-là que j'utilise. Je m'assure qu'en fin de journée, ce véhicule-là est retourné à la base. Je ne veux pas avec à la maison. Je prends mon véhicule personnel pour partir à la maison. La journée, j'ai roulé toute ma journée avec un véhicule de luxe de la Défense nationale. Mais le soir, je prends mon Kimbo Toto, je pars à la maison. Sinon, ce sont des véhicules militaires que nous utilisons. Et ça reste là-bas. Et jamais un véhicule militaire que je vais me promener avec dans la cité pour aller me pavaner auprès des femmes. Non, 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 non. Je le prends, il y a effet de route. Telle heure, de point A à point B. Pour telle mission. Retour du point A à point B. C'est ça. Ça arrête là. Kilométrage consommé, autant. Ça s'additionne. Quand je fais des achats, je choisis parmi tous les fournisseurs celui qui a la meilleure qualité au meilleur prix. Chez nous, on va chercher celui qui va coûter le plus au gouvernement. Pendant qu'ici, nous allons chercher celui qui va coûter le moins au gouvernement, mais qui donne le matériel de qualité. Il y a des offres qu'on fait. On les confronte. Et on choisit le meilleur d'eux. Je ne vois jamais l'argent dans mes poches. Même quand j'avais des cartes de crédit de la Défense nationale pour les achats. Tu écris tout, hein. Tu mets tout dans le système. Dans le système. Je suis à Valcartier. Quand je consomme 1 $ sur la carte de crédit, au même moment à Ottawa, on vient de voir que se consommait le 1 $ sur la carte de crédit. Par tel soldat. Pour telle raison. Pour telle mission. Mais chez nous, l'argent part. Ça disparaît. L'argent est sorti pour le projet Chile Gelou. L'argent est sorti pour Bukangalonzo. L'argent est sorti pour Kalambambouge. La route Kalambambouge qui part de Kasaï vers l'Angola. Les routes qui devaient être construites. L'argent est sorti. Hein. Et
personne n'est poursuivi, personne n'est arrêté, personne n'est jugé. Le président dit, je ne peux pas me mêler de la justice, sauf quand il faut faire libérer Boujakera. Quand il faut faire libérer Stani Boujakera, qui avait fomenté des faussetés sur des réseaux sociaux et qui pouvait amener à l'embrasement du pays. Vous vous rappelez, avant les élections, sur la mort d'Okende, libéré, le président lui-même, hein, c'est lui-même, devant les journalistes, il dit, avant de venir devant vous, j'ai appelé, je n'ai pas l'habitude de m'amêler, je n'ai pas l'habitude vraiment, mais pour ce cas de Stani, je m'en suis mêlé, j'ai appelé Stani, un seul citoyen, qui a failli faire tuer des centaines d'autres. Il s'en est mêlé pour le faire libérer. Mais quand un seul individu se décide de bousiller, de détourner des milliers de dollars, des millions de dollars qui sont affectés à un bien commun, à un intérêt commun, le président ne s'en mêle pas parce qu'il ne se mêle pas de la justice. Le peuple congolais, lui, ne connaît pas ça, monsieur le président. Le peuple congolais vous voit, yonde pomba, yonde mutomakasi amboka. Oui, il faut s'en mêler. Si vous en mêlez, la population sera avec vous. Qui sera ce journaliste qui va venir parler, qu'il aille sur France Inter parler, qu'il aille sur TV5 parler? Ça fait quoi? Quand la population est derrière vous, c'est la population qui fait la loi. C'est le peuple qui décide. Et vous qui êtes le représentant, vous êtes l'employé numéro 1 aux motoyamosala à peuple congolais, motoyamosala à liboso à peuple congolais. Non, je ne peux pas m'amêler, sauf quand il s'agit de Stani Boujakera. Monsieur le Président, mêlez-vous des affaires du pays. Non, 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 vous ne pouvez pas vous mettre à l'écart. Attendre seulement dans la réunion de vendredi, parler au ministre. En fin de compte, il y a Patrick Mouya qui vient nous faire le compte rendu à la télévision et s'arrête là. Non, 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 non. Vous parlez, vous prenez une décision, vous agissez et vous mettez les gens qui vont suivre les décisions. Faites des brigades de suivi. Oui, il faut les former, les brigades de suivi. Qui ont des diplômes, des uniformes. S'il y a des travaux à tel endroit, ils savent que par jour, on a fait 1 kilomètre de route, ça devait prendre autant de sable, de ciment, je ne sais quoi, c'est calculé. Et ils vont vérifier le même jour que ça a été fait ainsi. Ils vont dire la dictature, bien oui, une dictature positive. Pourquoi les Libyens aimaient leur président Muammar Gaddafi? Parce qu'il les a sortis de la pauvreté vers la richesse, l'autonomie. Et c'est pour ça qu'il a été tué, non? L'Irak, avant la guerre qu'on lui avait demandé de faire contre l'Iran, et après ça, la guerre du Golfe. Mais l'Irak, avant tout cela, était un pays prospère, riche. C'était un dictateur qui était le président, non? Les Irakiens vivaient bien. La Syrie, là, de Bachar al-Assad, c'était un pays prospère. Ils vivaient bien. Oh, nous venons libérer le peuple syrien. Mais, en venant libérer le peuple syrien, ils en tuent 200 000. Pendant que le président Bachar al-Assad n'a même pas tué 14. Et il tue 200 000. Ils ont tué plus d'1 million d'Irakiens. Pour venir sortir un dictateur, Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein avait tué tel policier. Il avait tué combien? Mais la mort d'une personne, c'est une mort de trop. Mais
Il en a tué peut-être moins de 50. Les Américains sont venus tuer plus d'1 million d'Irakiens. Eh oui. Ouais. Je suis heureux de vous parler au conspiratorium et j'espère que vous allez rester parmi nous et que la famille des conspirés va croître. Je suis sûr qu'avec les bonnes décisions du président de la République, des décisions conséquentes et qui se mêlent de la justice, il va faire des miracles. Et le peuple sera toujours avec lui. Mais s'il met la tête dans le sable, il sera lâché par le peuple.